Bonjour, nous sommes aujourd'hui avec Frédéric Canvet de conseilmarketing.fr. Et aujourd'hui, Frédéric, tu vas nous parler des 103 conseils que tu aurais aimé avoir quand tu as débuté sur le web. Effectivement, pour ceux qui ont essayé de lancer un blog ou un site, vous avez appris avec vos erreurs. Et bien ici, pour ceux qui voudraient se lancer ou qui sont en train de se lancer, voici quelques conseils qui vont vous aider. Frédéric va présenter ses conseils en 5 parties. D'abord, comment gagner sa vie grâce à Internet. Puis, comment devenir un blogueur influent. Ensuite, donc les erreurs des débutants à éviter pour le référencement naturel. La 4e partie parlera des erreurs classiques sur la génération de trafic. Et enfin, nous verrons comment développer son business sur Internet. Donc notre première partie va parler de comment gagner sa vie correctement, on espère, grâce à Internet. Première question, Frédéric, est-ce que l'on peut vivre d'Internet lorsqu'on est indépendant ? Alors bien entendu, on peut vivre d'Internet. Il y a toujours la possibilité, il y a des dizaines, voire des centaines, voire des milliers de personnes en France qui vivent d'Internet. Mais il y a un mythe qui est largement répandu, c'est voilà, je monte un blog, je monte un petit site Internet et je vais immédiatement gagner suffisamment d'argent pour vivre. Or c'est faux, parce que 90% des blogueurs ne gagnent pas plus de 50 à 100 euros par mois maximum. Si on n'est pas prestataire, c'est-à-dire développeur, freelance en graphisme, etc., on n'a pas les moyens faciles de gagner de l'argent suffisamment pour vivre sur Internet. C'est d'autant plus vrai en France que le marché publicitaire est vraiment saturé, n'est pas encore aussi développé qu'il l'est par exemple aux États-Unis, où pour un billet sponsorisé par exemple on peut toucher 200, 300, 400, 500 dollars assez rapidement lorsqu'on a un blog ciblé. En France c'est pas pareil. En France, les premiers billets sponsorisés, qui sont quand même le premier moyen avec AdSense pour gagner de l'argent, c'est rémunéré 20, 30, 40, 50 euros. Et c'est uniquement les énormes stars du web, des Éric Dupin de Presse Citron par exemple, et des grands blogueurs comme cela, qui touchent des 500, 600, 700 euros, voire pour les plus gros, pour de l'article sponsorisé. Donc on ne pourra pas facilement gagner de l'argent par Internet, c'est un mythe qui est vraiment très très important. Alors bien sûr, les conseils qu'on va vous donner juste après vont vous permettre d'optimiser ses revenus et de générer plus de revenus. Mais vraiment, il faut le savoir que par exemple, un blogueur tel que Stagiv de Nowhere Else, qui est comme blogueur à temps plein, à 100%, il se lève parfois à 5h du matin, même quasiment toujours, il se lève à 5h du matin, il fait les news, il va se recoucher et ensuite il retourne sur son ordinateur. C'est quasiment un staccanoviste du web, lui gagne un peu plus que le SMIC, mais pas énormément plus. Pourtant, il anime un des premiers blogs sur la techno, etc., sur le Web 2 et le high-tech. Il faut savoir que son site, malgré son audience, malgré sa qualité, malgré le travail qu'il y met, ne lui permet pas d'avoir un revenu vraiment très très important. Et est-ce que, tu disais tout à l'heure, tu parlais des blogs français, mais est-ce qu'une solution ne serait pas justement de dire je vais écrire mon blog en anglais, quitte à me faire aider par un service de traduction pour s'assurer qu'évidemment il n'y ait pas de faute de grammaire Alors c'est une très bonne question, puisqu'en fait on a fait un article là-dessus il y a quelques semaines, c'est comment lancer un blog en français et en anglais, et on se rend compte en fait que via l'expérience d'Olivier Roland, qui a lancé le même blog en français et en anglais sur le thème du développement personnel, mais il s'est rendu compte que la concurrence était énorme avec les blogs anglophones, puisqu'en fait on ne se bat pas que contre les Anglais, on ne se bat pas contre les Américains, mais on se bat également contre des Indiens, on se bat contre des Pakistanais, on se bat contre des Français, on se bat comme quasiment le monde entier. Donc la concurrence est très très forte, des articles de très bonne qualité, avec des très très grosses difficultés d'avoir de la visibilité, puisque les dig likes, les réseaux sociaux sont trustés par des grandes stars qui sont établies depuis des années et des années. Donc lancer un blog en français et en anglais, pourquoi pas, mais être visible avec un blog en anglais, c'est très très compliqué. Il faut savoir qu'en France, il y a très peu de gens finalement qui bloguent à temps plein et qui sont blogueurs professionnels. En Angleterre, aux États-Unis, etc., il y a beaucoup plus de monde et donc forcément la concurrence est acharnée. Et comment vous pouvez lutter contre une personne qui est à temps plein si vous n'êtes pas à temps plein? Parce que le temps d'atteindre un seuil de rentabilité pour être blogueur à temps plein, ça mettra très longtemps et ce sera très compliqué. Comme je le disais ici, en France, on ne gagne pas énormément d'argent en étant blogueur. Il faut savoir que
comme un petit peu comme dans la rue vers l'or, l'Eldorado un petit peu qui est eu aux États-Unis lors de la rue vers l'or. Ben, tout simplement, ce ne sont pas tous les chercheurs d'or qui ont cherché de l'or en Alaska avec leurs petites pelles et leurs pioches. C'est tout simplement ceux qui ont vendu les technologies, ceux qui ont vendu les pelles, les pioches, les tamis, etc., qui ont fait fortune. Donc ce n'est pas la peine d'espérer en lançant un petit blog, que ce soit en français ou en anglais, faire fortune immédiatement, c'est du travail, et ça c'est ce qu'on va voir juste après. Mais c'est en rebondissant justement là-dessus sur l'histoire des pelles et de la rue vers l'or, donc est-ce que la méthode pour réussir sur Internet, ce n'est pas de... Justement, on parle de blog aujourd'hui, mais on voit que c'est pas forcément très très rentable. Est-ce que c'est pas faire quelque chose, donc soit en amont, bon, il y a les hébergeurs, il y a OVH, des choses comme ça, mais en aval, avec les gens par exemple qui font des agrégations de blogs. J'ai un exemple en tête d'un agrégateur de blogs de cuisine qui dépasse le million de visites par mois, et finalement, sans rien produire, avec très très peu de collaborateurs d'entreprise. Tout à fait. En fait, les producteurs de contenu, ils sont une pléthore, il y en a énormément, mais c'est pas eux qui vont faire fortune. Ça sera la personne qui arrivera à rassembler toutes ces données-là et à les mettre en valeur. On sait très bien qu'actuellement, même pour les blogs les plus importants, c'est plus une personne qui blogue, mais c'est un ensemble de blogueurs. Et aux États-Unis, c'est encore plus flagrant, puisque désormais, ce ne sont pas juste une personne avec quelques collaborateurs qui réussissent, mais c'est des vraies entreprises où des personnes sont payées à bloguer. Et je donnerai un exemple français cette fois, Otto de Chauffeur de Bus, qui est une star du web français. Lui a plusieurs dizaines, une quinzaine de collaborateurs, et il anime à peu près 1100 sites internet, pas que des blogs. Des sites internet type DigLike, des sites internet de contenu, 1100 sites internet qui sont animés. Attention, ce qui est important de noter, c'est que ce sont des personnes qui sont spécialisées dans la production de contenu de masse. Ce ne sont pas forcément des journalistes. Par exemple, une entreprise comme jeuxvideo.com, elle emploie plusieurs dizaines de journalistes avec toute leur galaxie de sites internet, mais c'est pour animer 1, 2, 3, 4, 5 sites. Une personne, comme Otto de Chauffeur de Buzz, c'est 1100 sites avec des personnes qui sont là pour modérer. Parce que comme on le disait il y a quelques secondes, ce n'est pas forcément eux qui produisent le contenu, ce sont beaucoup de personnes en fait qui viennent agréger des données dans des forums, etc. Bien que pour réussir, il faut être inédit et original. C'est pour ça que par exemple le chauffeur de Buzz, dans cet exemple, dans les trucs un petit peu people, etc., achète des images qui coûtent très très cher, simplement pour avoir de l'exclusivité. Donc ça veut dire qu'il vaut mieux avoir, donc si on revient un peu dans l'univers des blogs, il vaut mieux avoir 2-3 blogs sur une thématique donnée, ou on segmente la thématique en sous-thématiques, plutôt que d'avoir un blog plus global. Alors il faut toujours avoir une locomotive, une machine qui va pouvoir drainer du trafic, mais c'est clair qu'un seul site internet ne suffit pas à vivre. Ça ne suffit pas, par exemple, Eric Dupin, on voit très bien qu'il a certes Presse Citron, mais à côté il a Fuzz, à côté il y a des sites de communiqués de presse, etc. Donc gagner de l'argent avec un seul site internet, c'est très compliqué, très très dur, puisqu'en fait, il faut vraiment être une star et être dans un créneau qui marche très très bien. Il vaut mieux en fait diversifier et avoir plusieurs sites internet, parce que c'est toujours plus simple de gagner par exemple 500 € sur 5 blogs, c'est-à-dire 100 € par blog, que de gagner 500 € sur un seul site internet. Ça sera extrêmement dur, puisqu'il faudra trouver des annonceurs, il faudra vendre de l'espace, il faudra avoir une newsletter importante. Donc il est beaucoup plus intéressant de gérer plusieurs dizaines de sites. Par exemple, Léo Desmillo, qui était à l'origine de cet article-là, les 114 conseils pour réussir sur internet, lui, il gère près de 400 sites internet. Alors c'est important de savoir que le site internet n'est pas obligatoirement un blog avec des centaines d'articles. Le site internet peut être tout simplement 3, 4, 5, 6 pages maximum, mais avec les bons mots-clés, bien ciblés, optimisés pour le référencement et qui est centré sur des requêtes très très faibles, très pointues, mais qui permettront de générer par exemple des revenus par l'affiliation. Je connais une personne qui par exemple anime un site internet qui est sur l'expatriation en Suisse. Lui, il est spécialisé en fait dans la vente d'assurance, par exemple, sur les personnes qui vont travailler en Suisse. C'est un seul site internet qui est très ciblé et qui permet de générer des revenus importants, puisque le taux de commission, lorsqu'on est affilié, est intéressant. Après, en dehors de ces sites vraiment très, très, très ciblés, des micro-niches, on a en fait les sites avec énormément de contenu. C'est souvent des blogs, mais ça peut être également des sites web, où là, pour être présent, c'est pas 3, 4, 5 pages qu'il faut, mais des dizaines, voire des centaines de pages, avec du contenu, beaucoup de textes, beaucoup de mots qui sont optimisés pour Google. Alors ça peut être du texte que vous pouvez
faire vous-même ou tout simplement prendre des gens et leur demander de créer du texte. Ça n'a pas d'importance si le texte est pas hyper cohérent ou hyper intéressant. C'est générer de la masse pour être pertinent sur une requête, sur un mot-clé. Donc ça, c'est important de pouvoir distinguer ces deux éléments-là. Micro-niche, site avec beaucoup de contenu quand il y a une concurrence très importante. Ça veut dire qu'il faut d'abord être un marketeur avant d'être un blogueur? Tout à fait. Il faut être un marketeur avant d'être un blogueur. La différence est très simple. Un blogueur, ça écrit, c'est sa passion. C'est parce qu'on connaît beaucoup de choses, on veut le partager, vraiment on veut communiquer, donc on écrit, et on ne pense pas à promouvoir son activité, on ne pense pas à gagner de l'argent, on n'a pas de stratégie sur le long terme. Tandis qu'un marketeur, tout simplement, il se dit, ok, j'ai un objectif. Je veux être numéro 1 sur tel secteur, ou je veux être positionné sur telle requête, et je définis un plan d'action avec un certain nombre d'outils, un certain nombre de méthodes, et donc tout simplement, avec ces éléments-là, je vais me projeter et avoir une vraie stratégie marketing, de communication, et je ne vais pas uniquement écrire, c'est pas, ce qu'on verra dans quelques minutes, ce n'est pas simplement écrire qu'il faut faire, c'est mettre en valeur son écriture. Et juste un petit conseil encore une fois, lorsque vous lancez sur Internet, c'est important d'avoir plusieurs pseudos et surtout cloisonner ses activités. Ça, c'est quelque chose qui est une erreur qui est souvent commise par les personnes qui se lancent sur le web. C'est avoir un seul site Internet et toujours utiliser le même pseudo et puis communiquer sur ce même pseudo. Ça a deux problèmes. Le premier problème, si vous mettez sur le même serveur, sur le même site Internet, sur la même bannière, tous vos sites internet, si vous avez un problème de référencement, par exemple c'est arrivé avec AccessoWeb de Philippe Lagan, qui a un excellent site internet sur le Web 2, tout simplement à un moment il n'a pas compris pourquoi, Google l'a blacklisté. Son site était introuvable dans la recherche naturelle dans les premières positions, donc à ce moment-là vous perdez énormément de visites, entre 50 et 70 voire 80% de vos visites que vous perdez. Deuxième chose, si vous avez un problème de réputation, un problème de conflit avec quelqu'un, ou si vous avez dit quelque chose qui n'était pas très correct, ça va un petit peu entacher tous vos sites internet. Donc c'est pour ça qu'il est important de segmenter, cloisonner ces données, et donc on se dit ok, on a un site internet qui est là, et après un site internet qui est complètement différent sur une autre marque, et donc ça permet donc de cloisonner ces données. La troisième chose, c'est au niveau technique. Au niveau technique, tout simplement, parce que quand on héberge ces sites internet sur un seul serveur, il y a un risque énorme. Que ce soit que c'est OVH, que ce soit sur one-on-one, sur tous les sites internet, il y a des risques de panne. Par exemple, pour Conseil Marketing, on en a à peu près 1 à 2 par an, que ce soit chez OVH ou que ce soit chez one-on-one, et pendant 1, 2, parfois 3 jours, le site est HS. Si vous avez tous vos sites internet sur un seul site web, vous ne gagnez plus d'argent pendant 3-4 jours. Alors bien sûr, c'est une perte de revenus net, mais c'est également une perte de niveau référencement, parce que si votre site est HS, Google va vous déréférencer au bout d'un certain temps. Il accepte certes d'avoir des petites interruptions de service, mais avoir 3-4 jours, c'est très très grave, très dommageable. Donc c'est important de pouvoir diversifier ça. Et en fait, il y a bien sûr la dernière raison. C'est une fois que vous serez un petit peu influent, un petit peu important, c'est de faire en sorte que vos concurrents ne vous imitent pas. Si vous avez un site qui gagne beaucoup d'argent, forcément, quelqu'un va voir, tiens, c'est vrai qu'il y a un créneau, il y a peut-être quelque chose à faire. Il va copier un peu ce que vous faites, recopier du contenu, faire quelque chose de mieux, éventuellement. Et donc, il va prendre votre place. Et donc, si vous avez la possibilité de différencier ça, restez un petit peu invisible, restez un petit peu dans la zone grise, et vous aurez la possibilité d'être tranquille et pouvoir donc préserver cette niche. Alors, plus concrètement aussi, quand je vais lancer mon blog, on me propose de diffuser mes informations sous forme de flux RSS. Alors après, je peux savoir combien de personnes lisent ça. Est-ce que c'est important, ça? Alors non, les flux RSS, pour moi, c'est intéressant parce que c'est un outil très très pratique pour consulter les données. Moi, j'ai un lecteur de flux RSS qui comporte plusieurs dizaines de flux RSS, et c'est un moyen très très pratique pour lire du contenu et gagner du temps lorsqu'on scanne des articles. On n'a pas besoin de tout lire le contenu, on voit vraiment en un clin d'œil ces éléments, que ce soit sur iGoogle ou que ce soit sur NetVibes. C'est très intéressant, mais malheureusement pour le marketeur, pour quelqu'un qui veut gagner de l'argent sur Internet, ce n'est pas le meilleur outil. Parce que le flux RSS,
Certes, la personne vous ajoute en un clic, mais elle peut très bien vous enlever en un clic de sa mailing list, plutôt de son lecteur de flux RSS. Vous disparaissez et vous n'avez aucune prise. Vous pouvez comme ça perdre très facilement des dizaines, voire de centaines de lecteurs si votre site est HS, si vous faites une série de mauvais articles, si vous partez en vacances. Votre site comme ça baisse un petit peu de qualité et quelqu'un se dit « Oh, ça vaut plus le coup de suivre ce site-là » et hop, je le supprime. Donc c'est surtout, on ne peut pas diffuser de la pub sur les flux RSS. Il y a un système de diffusion de publicité via AdSense qui permet de faire de la pub via AdSense. Mais ce n'est pas très efficace et surtout mettre de la publicité parmi ces flux RSS, c'est un petit peu limite comme technique puisque on peut avoir les gens une fois, deux fois, trois fois, mais au bout d'un moment, ils seront un petit peu déçus par ces publicités-là. C'est un petit peu comme faire des liens sponsorisés, on en accepte de temps en temps, faire des billets sponsorisés également, mais il ne faut pas en abuser. Donc les flux RSS c'est intéressant, mais ce qui est plus intéressant, c'est vraiment la newsletter. C'est avec la newsletter que vous allez vraiment gagner de l'argent, parce que vous avez bien acquis une adresse email et vous pouvez, vous, choisir à quel moment vous allez envoyer une communication, tous les semaines, tous les mois, tous les trimestres. Il y a des flashs promotionnels, ce qui vous permettra de cibler. Justement sur la fréquence, est-ce que tu as un conseil à donner? Parce que moi, je reçois beaucoup de newsletters. Finalement, il y en a certains sous couvert de newsletters donnent plutôt la publicité, font de la promotion. Et en fait, au bout d'un moment, moi, je me désabonne sur ce newsletter parce que j'en reçois trop souvent. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Alors en fait, il y a une excellente étude qui a été menée il y a à peu près 2 semaines et que vous pouvez consulter dès lundi prochain sur conseilmarketing.fr qui explique justement quelles sont les bonnes pratiques en termes de newsletter. Alors il apparaît que la fréquence idéale, c'est toutes les semaines. Une newsletter hebdomadaire, je crois que c'est 27 ou 28% qui sont en acceptation d'une telle fréquence d'envoi. Ensuite, c'est la newsletter mensuelle. Mais ce qui est important, c'est pas forcément la fréquence, mais c'est le contenu. Les gens, ce qu'ils recherchent en priorité dans une newsletter, ce sont des bons plans. Priorité numéro 1 dans une newsletter, des bons plans. Deuxième priorité, des bons conseils, à 18 ou 20%. Donc si vous avez une newsletter hebdomadaire avec des conseils intéressants, des bons plans, ça sera accepté. Si c'est de la promotion non ciblée, non pertinente, à ce moment-là, ça ne sert à rien de faire une newsletter tous les semaines ou tous les mois. C'est important d'avoir la bonne newsletter au bon moment. Il faut de la valeur ajoutée, du contenu. Il y a d'ailleurs, on le verra un peu plus tard dans cette série de vidéos, le fait d'envoyer une newsletter à valeur ajoutée, c'est quelque chose de très important. Il y a énormément de gens, ce qu'on appelle les mailers, qui travaillent uniquement sur des mailing lists. C'est-à-dire qu'ils ont une liste de 2000, 3000, 4000 personnes. Pas besoin d'en avoir 100 000. S'il suffit d'en avoir 2000, 3000, 4000 qui sont réceptifs, auxquels vous allez envoyer des newsletters ciblés avec des offres qui les intéressent, et là, ça marche. Bon, est-ce qu'il y a une méthode miracle pour réussir sur Internet? Alors, s'il y avait une méthode miracle, on la connaîtrait, on l'appliquerait. Il y a beaucoup d'e-books qui parlent comment gagner 5000 $ par jour en étant chez soi ou en travaillant de chez soi. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de méthode miracle, c'est du travail, beaucoup de travail. On ne peut pas réussir sur Internet en travaillant 3 heures par jour ou 4 heures par jour. Il y a certains livres qui expliquent comment travailler 4 heures par jour en étant plus productif, mais malheureusement ça ne fonctionne pas. Au départ, quand on se lance, il faut s'attendre à travailler 12, 13, 14, 15 heures par jour à gérer du contenu, mettre en avant son trafic, etc. Bon, bien entendu, il n'y a pas de méthode miracle non plus parce que chaque secteur est différent. Il y a des secteurs qui sont surexploités, où c'est extrêmement dur d'être visible. Le secteur de l'e-marketing, le secteur du référencement, etc. sont des secteurs qui sont très compliqués et très concurrentiels. Mais il y a toujours un moyen de sortir du lot. Sortir du lot, ça peut être sortir du lot en étant différent. Puisqu'en fait, il n'y a pas une méthode, il y a plusieurs méthodes. On peut se dire, voilà, moi je vais plutôt être bon en programmation, donc je vais plutôt m'intéresser au référencement naturel, à l'optimisation de site internet. Ou alors je suis très bon en écriture, donc je vais plutôt m'intéresser au blog. Ou alors j'ai un très bon réseau, alors je vais faire plutôt du Facebook, etc. Ou plutôt je suis spécialisé en vidéo, j'aime beaucoup la vidéo, et ben je vais utiliser mon point fort sur la vidéo. Donc il faut jouer sur ses forces, plus que d'essayer d'optimiser ses faiblesses. Donc il y a bien sûr énormément d'outils à la mode, on parlera de Twitter, on parlera d'autres outils, Facebook, mais ce n'est pas l'outil qui est important, il n'y a pas d'outil miracle pour se faire connaître, il y a une multitude d'outils qui prennent du temps, qui prennent de l'argent, donc ça sera à vous en fait de trouver le meilleur outil qui vous permettra d'avoir la meilleure visibilité. Donc le but du jeu c'est quoi? C'est d'avoir le plus de trafic possible parce que qui dit trafic dit forcément argent, c'est une relation linéaire? Alors en fait,
On peut dire qu'il faut bien sûr du trafic. Un blog qui a 50 visiteurs par jour, ou un site internet, n'importe lequel, si on vend des e-books, si on fait de l'affiliation, si on vend ses services, 50 visiteurs par jour, forcément on a moins de chances de faire des chiffres d'affaires. Même si on tombe sur des bons visiteurs, c'est important. Mais c'est important, c'est d'attirer les bonnes personnes. Alors d'attirer les bonnes personnes, ça se fait soit en prenant en fait du temps, créer des articles, créant de la valeur, etc., soit en acheter. C'est important aussi de se dire que sur le web, tout le monde se dit on va pouvoir gagner de l'argent facilement, il y a juste à créer un blog, on va être présent sur les mots-clés, etc. Non, ce n'est pas aussi simple que ça. Les gens qui sont présents sur des mots-clés concurrentiels, c'est pas par hasard. Il y a du travail, ils sont là depuis 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ans. Et c'est cette crédibilité qui s'accumule en fait par Internet, ce facteur confiance de Google qui fait qu'on est présent sur des mots-clés. Si on veut déloger les personnes, il faudra tout simplement travailler plus, donner plus de contenu, donner plus de valeur ajoutée, mais également payer. Payer, que ce soit des liens AdWords, que ce soit de l'affiliation, que ce soit d'autres publicités sur Facebook, que ce soit des comparateurs de prix, par exemple, si on est sur l'e-commerce, etc., etc. On pourra acheter des liens, on pourra faire des articles sponsorisés, on pourra acheter des vidéos de buzz, etc. Donc il faut bien sûr consacrer beaucoup de temps, mais ce n'est pas tout, il faut consacrer également de l'argent. On peut très bien réussir sur Internet avec un budget de 10 euros par mois, 20 euros par mois, mais c'est très dur, très long, très compliqué. Il faut savoir que pour Conseil Marketing, pour le blog, on y consacre au moins 100 à 200 euros par mois minimum en dépenses, que ce soit de l'hébergement, de la publicité, des AdWords, des campagnes de sponsorisation, etc., de la enregistration. Donc c'est pas gratuit. Donc il faut bien sûr attirer beaucoup de monde et attirer des prospects ciblés. C'est pas très engageant en fait tout ce que tu dis. Tu dis qu'il faut travailler, qu'il faut mettre de l'argent, que ça prend du temps. Et en fait, il y a beaucoup de gens je pense qu'ils pensent que c'est la chance qui va jouer pas mal, qui vont se dire moi je vais faire comme le type qui a fait $1 million homepage, c'est-à-dire qu'il dit qu'il a réfléchi pendant 3 heures à ce qu'il pourrait faire pour gagner $1 million, et son idée c'était de monter justement la page d'accueil à $1 million où il louait son espace internet, et comme c'était le premier à le faire, il a fait du buzz et il a réussi à empocher l'argent. Donc le facteur chance, il joue comment en fait? Alors, facteur chance existe toujours, mais malheureusement, on est loin de l'amateurisme d'Internet. Si on retourne sur $1 million page, c'est une page qui était très mal conçue, qui n'était pas jolie, qui était peu ergonomique. C'est le fait que ça soit original, totalement hors cadre, qui a marché. Ça peut encore réussir. Par exemple, Twitter, qui aurait dit que Twitter a réussi il y a 2-3 ans, mais c'est beaucoup plus compliqué. Avoir l'idée de génie, c'est pas facile, puisque encore une fois, Internet, on n'est pas en concurrence avec son voisin d'à côté, on n'est pas en concurrence avec quelqu'un qui est dans la même ville, on n'est pas en concurrence avec quelqu'un qui est dans le même département, on n'est pas en concurrence avec quelqu'un qui est dans le même pays, mais on est en concurrence avec le monde entier. Donc prendre une idée originale, c'est difficile. Parfois, il vaut mieux adapter une idée qu'on voit sympathique, qu'on voit aux États-Unis, qu'on voit dans un autre pays, et la réaliser en France et faire de la promotion. Comme je le disais, toute la différence entre un blogueur ou quelqu'un qui lance son site web en amateur et quelqu'un qui sera un vrai marketeur et qui permettra d'être beaucoup plus visible et de gagner en visibilité. Et c'est important de se dire parfois, je ne veux pas être présent dans le monde entier, je ne veux pas être présent dans 100 000 consommateurs, peut-être que c'est uniquement 10 000 personnes en France qui m'intéressent parce que je recherche en fait les gens qui sont intéressés par une niche particulière, et parfois il vaut mieux être le leader dans une niche, être le leader sur un segment plutôt que de vouloir être à tout prix la nouvelle star du web ou avoir le dernier blog People à la mode ou le dernier blog iPhone. Peut-être qu'il faut se dire ok, j'aurais pas un blog iPhone, mais je vais peut-être avoir un blog spécial iPhone Entreprise. Par exemple, nous avons lancé il y a pas longtemps iPhone-entreprise, qui est un blog qui s'adresse non pas aux possesseurs d'iPhone particuliers, il y en a des centaines de blogs comme ça en France, mais uniquement à la partie professionnelle et comment on utilise son iPhone dans le cadre d'une entreprise. Donc c'est vraiment important de s'imposer plutôt dans une niche que de vouloir à tout prix avoir le grand public. Le grand public, c'est certes réconfortant au niveau du budget, puisqu'on arrivera à trouver plus facilement des billets sponsorisés, on fera plus de publicité AdSense, parce qu'on aura plus d'affichage, mais forcément c'est plus compliqué, c'est très dur. Il y a des barrières. Il y a la barrière du 50 visiteurs par jour, il y a la barrière du 100 à 150 visiteurs par jour, il y a la barrière du 500 visiteurs par jour, il y a la barrière du 2000 visiteurs par jour, et après il y a la barrière à peu près du 3000 à 5000 visiteurs par jour.
Et après, en fait, quand on arrivait à ces niveaux supérieurs-là, c'est beaucoup plus facile d'arriver aux 10 000, et 10 000, 15 000. Mais il y a des petites barrières comme ça qui sont très difficiles à franchir, puisque c'est l'aide de Google et l'aide en fait de différents sites web qui vont permettre en fait de franchir ces barrages d'audience. Donc, si j'ai bien compris sur cette première partie, donc tu l'as dit en fait, donc pour gagner de l'argent sur Internet, ça demande du travail, donc de l'investissement en temps, de l'investissement en argent, ne pas se disperser. Et avoir des connaissances, puisque aussi c'est quelque chose qui est important, c'est de connaître un petit peu le développement. Je ne dis pas qu'il faut être développeur pour faire un blog, mais il faut au moins avoir les bases du HTML pour pouvoir modifier son blog soi-même, mais pas faire appel tout le temps à son cousin, à un ami, un développeur, puisque à force ça va coûter extrêmement cher. Il vaut mieux connaître les bases, il y a énormément de tutoriaux, il y a énormément d'informations sur Internet, et tout simplement le faire par une autre personne éventuellement. Il y a bien sûr toujours des freelances, il y a des étudiants, mais il y a également la possibilité de faire en offshore. Si jamais vous avez besoin de créer un site web, vous pouvez utiliser des sites comme Elance, comme Rent-A-Coder, et vous pouvez choisir quelqu'un qui est à l'étranger et qui fera votre design de blog ou qui fera la programmation de votre site internet. Donc merci beaucoup Frédéric pour cette première partie. Je propose donc maintenant on aborde la deuxième partie, donc qui va être plus concrète, pour rentrer vraiment dans le cœur, c'est comment devenir un blogueur influent.